Sa classe fut le premier dieu. Il ordonna l'univers et sépara le ciel et la terre. Il fit les Ixos à son image et dit « Cela est bien ». Les Ixos étaient bons, forts et pieux. Sa classe, le Tout-Puissant, dit « Cela est bien ». Pour récompenser ses fils, il leur prit les pupilles, les iris et tout ce qui fait la couleur des yeux et de la peau. Il dit « Ixos, tu es mon fils, tu es l'égal de ton égal. Tu n'as pas besoin de te reconnaître de ton frère par la couleur de tes yeux ou de ta peau. Le blond de tes cheveux, le bleu de tes yeux et le blanc uniforme dont je te dote seront le signe de ta supériorité sur les autres peuples. » Ainsi sa classe prit la couleur du corps des Ixos. Le grand Dieu, sa classe le Tout-Puissant, dit « De ta couleur, je crée un être. » Et l'humain fut. Sa classe, le début et la fin, dirent à l'homme « Tu es né des couleurs de mon fils. À son service tu seras, son esclave tu seras, car tel est mon désir. » Genèse Ixos 1:11. Baruch-Vanak arrêta sa monture et regarda autour de lui. Il se trouvait en plein milieu du désert, à 5 heures de trot de la capitale. Autour de lui, les dunes jaunes se dressaient, comme le dos de gigantesques animaux assoupis. Baruch savait que cette apparente quiétude était un leurre. Le sable pouvait recéler bien des dangers, comme des scorpions mortels, ou les terribles fèches qui engloutissaient hommes et montures plus rapidement qu'un marécage. Mais Baruch était un fils du désert. Il avait passé toute sa jeunesse dans la solitude aride, et les pièges mortels qu'elle recélait étaient comme autant de compagnons de jeu. Pas un seul soldat royal n'aurait osé s'aventurer à l'endroit où il se trouvait. Baruch sourit. Si près de la capitale, et déjà une zone de non-droit pour ceux qu'il trahissait quotidiennement. Son sourire se mua en rictus lorsqu'il pensa au roi des Douméziou. Comme il avait hâte de renverser cet abruti et de percer sa panse pleine de vin. Si son plan fonctionnait comme il l'entendait, il serait le prochain roi suprême. Mais le chemin était encore long jusqu'à la réalisation de ses ambitions. Pour l'instant, il devait d'abord prévenir ses alliés, les terribles Ixos, qu'un membre de l'ordre du Faucon leur avait malencontreusement échappé lors de l'attaque du temple du désert. L'élimination de l'ordre était une condition essentielle à la réalisation de leur plan. En effet, tant qu'il resterait des gens véhiculant les connaissances ésotériques de la religion en place, ils ne pourraient pas imposer à la population la foi en sa classe. Baruch avait découvert le dieu du désert lors d'un voyage onirique, alors qu'il avait ingurgité des champignons de Kasha. Cette substance antéogène, à la corolle mauve, possédait à haute dose des propriétés psychotropes. Dans ses visions, le dieu avait revêtu l'apparence d'une manticore, cet animal fabuleux et redouté, au corps de lion, aux ailes de chauve-souris et à la queue de scorpion. Le prédateur ultime, un véritable cauchemar. Le dieu ne lui avait rien dit. Pas de message parlant de sa destinée ou de grandes révélations. Seule sa présence menaçante l'avait impressionné et avait gravé son empreinte indélébile dans son esprit, rendu malléable par la drogue. Sa classe était entrée en lui cette nuit-là. Il l'avait habité, était devenu une partie de lui et lui avait laissé des parcelles de sa force infinie. Et Baruch avait voulu prendre part à cette puissance, en devenir l'un des maillons. Lorsqu'il s'était éveillé, quelque chose avait changé en lui. Il ne voyait plus le monde de la même façon. Désormais, les créatures vivantes lui apparaissaient comme des insectes, qu'on pouvait sacrifier sur l'autel de son ambition personnelle. Il était fils unique, issu d'une famille dont la noblesse et la puissance étaient installées depuis plusieurs générations. À partir de cet instant, il n'avait cessé d'œuvrer pour augmenter son pouvoir, pour se rapprocher de la place ultime de roi suprême. La magie avait éclos en lui, comme si les gouttes du sang paternel
avait permis à un œuf impie de s'épanouir. En soi, cela ne l'étonnait pas. Ne disait-on pas que tous les membres des grandes familles nobles descendaient plus ou moins directement des dieux? Et ne disait-on pas également que le pouvoir magique était leur héritage, coulant dans leur sang en un flot continu depuis des milliers d'années? Même si on s'accordait à ajouter qu'aujourd'hui, les manifestations de ce pouvoir se faisaient de plus en plus rares, comme si la source se tarissait. Tant mieux, le sien n'en avait que plus de valeur. D'autant qu'il se manifestait de manière différente de celui de ses cousins. Ceux-ci pouvaient à loisir soigner ou blesser, guérir ou détruire. Lui, c'était quelque chose de particulier, quelque chose qui transcendait l'ombre et la lumière. Lui, il pouvait s'insérer dans l'esprit des gens, les contrôler, connaître leurs futiles espoirs, leurs craintes et leurs désirs les plus abjects. Il pouvait également susciter des pensées que la victime prenait alors pour siennes. Depuis peu, son pouvoir avait pris une nouvelle ampleur. Il parvenait à faire jaillir des formes et des forces du néant. Un peu comme s'il ouvrait une porte sur les cauchemars des hommes et parvenait à les matérialiser pour changer la réalité. Tout cela venait de la bénédiction de sa classe. Les premiers cavaliers apparurent au sommet de la crête, d'une large et haute dune de sable fin. Juchés sur leurs rapides et solides shrags du désert, ils étaient vêtus d'une large robe noire, maintenue par une ceinture de cuir et d'un pantalon de toile fine de la même couleur. Par-dessus, ils portaient une armure de cuir bouilli, renforcée, et une cotte de mailles. Contrairement aux humains, les Hyksos ne souffraient pas de la chaleur du soleil. Ils n'avaient donc pas besoin de porter le turban ou le némès protecteur. Leurs cheveux blonds flottaient librement au vent du désert et faisaient ressortir d'autant la couleur ivoirine de leur peau. Des visages d'un blanc cadavérique, dans lequel étaient enfoncés 2 yeux d'un bleu intense. Pas d'iris, pas de pupilles, pas de blanc. Juste 2 taches saphir, sans expression aucune. Ils étaient légèrement plus grands que les humains, et leur apparence seule suffisait en général pour semer la terreur sur leur passage. Baruch, lui, n'avait pas peur. Les Hyksos étaient les créatures de sa classe, qui les avait faits à son image. Et si leur texte sacré précisait bien qu'ils avaient été créés pour régner sur les humains comme des maîtres sur leurs esclaves, le noble se disait que tout maître avait besoin d'un second, et qu'il serait celui-là. Un cavalier s'avança au trot dans la direction de Baruch. Les griffes acérées de son shrag s'agrippaient au sable d'une manière propre à ses montures, l'empêchant de glisser, faisant corps avec le dos de la dune. Il portait une longue hache à lame dentelée et un bouclier frappé d'une manticore stylisée, symbole de son clan, le plus puissant du désert. Il s'arrêta à 2 mètres de Baruch et le fixa de ses yeux tels d'insondables océans. Baruch s'inclina. « Je te salue, fils du Dieu unique. » « Je te salue, fils du Dieu unique. » répondit Vixos, en s'inclinant moins que la politesse ne l'aurait voulu. « Que le venin sacré soit en toi. » Qu'il coule dans tes veines et nourrisse ton sang. Les formules de politesse échangées, les 2 interlocuteurs se regardèrent un instant. C'est Baruch qui se décida à briser le silence. « Ramis, j'ai appris votre victoire sur l'armée royale. Cette nouvelle m'a empli le cœur de joie. Sa classe est décidément avec nous. » « Tu en doutais, Baruch ?» demanda le nomade avec un sourire sarcastique. « Non, mais cela fait toujours plaisir d'assister à la victoire du Dieu. » « Que cherches-tu dans ce désert ? Je croyais que mon père t'avait demandé de rester à la cour, afin de l'informer sur les mouvements des troupes royales. » « Oui,
Mais j'ai une information de la plus haute importance à lui livrer. Pourrais-tu me guider à lui? Ramis hésita quelques instants. Pour lui, tous les humains étaient pareils. Il ne faisait aucune confiance à ce noble qui trahissait les siens. Je te rappelle que ton père m'a accordé son entière confiance. De plus, Ramis resserra sa prise sur le manche de sa hache. Les Hyksos étaient très impulsifs, parfois sujets à des accès de violence incontrôlés. Sans se départir de son calme, Baruch continua sa phrase. de plus, je te rappelle que tu n'es pas encore chef de clan et que ton père m'a pris sous sa protection. Il serait malvenu qu'il m'arrive quelque chose. Ce serait une injure à sa classe. Ramis ravala sa rage et fit tourner bride à son shrag. C'était gagné. Baruch s'engagea à sa suite jusqu'en haut de la dune. Il lui avait bandé les yeux avec un tissu noir comme la nuit. Cela avait quelque chose d'angoissant que de sentir la morsure cruelle du soleil, perdu au milieu du désert, entouré de guerriers farouches dont la haine pour les humains ne connaissait pas de limite, et de ne pas bénéficier du sens de la vue. S'il prenait l'envie ou la folie à l'un d'entre eux de poignarder le noble, il ne verrait rien arriver. Il sentirait juste la douleur peu avant la mort. Ou s'il l'abandonnait, sans eau ni vivre dans le désert. Baruch sourit à part lui. Finalement, cette incertitude l'excitait plus qu'elle ne l'inquiétait. Le danger était un vieux compagnon qu'il avait réussi depuis longtemps à domestiquer. Les nomades parlaient peu. Il voyagea dans le noir et le silence. Le soir, lorsque le bivouac était installé, il lui défaisait le bandeau et lui servait quelques morceaux d'insectes cuits, leur mets de prédilection. Au crépuscule du 3e jour, il perçut du mouvement. Un chant de femme s'éleva soudain, et sa vue lui fut rendue. Il se trouvait aux abords d'une oasis. Des centaines de tentes noires s'étendaient au milieu de la végétation, comme si celle-ci était sclérosée par une étrange maladie. Des centaines d'Hyksos, hommes, femmes et enfants, vaquaient à leurs occupations, participant à la vie communautaire. Pourtant, on était loin de l'enchantement que peut provoquer une vie simple, proche de la nature. Non, il régnait dans le camp une atmosphère lourde et électrique. Pas que le clan fût particulièrement en alerte ou sur la brèche, c'était quelque chose de plus subtil, de plus diffus, quelque chose d'intangible qui tenait à ce peuple et aux dieux qu'ils adoraient. Si certaines femmes avaient entamé un chant à l'arrivée des guerriers, il n'y transparaissait aucune joie, aucun soulagement de revoir leur fils vivant après une incursion en pays ennemi. Non, c'était plus un chant disharmonieux et froid, semblable à celui émis par un insecte du désert lorsque ses semblables rentrent au nid. Ils traversèrent le campement, et nul enfant ne tourna un regard curieux vers le noble humain. Nul ne courut derrière les cavaliers. Tous continuèrent de travailler. Cette froideur était loin de gêner Baruch. Au contraire, il l'admirait et s'en nourrissait. Ainsi était la voie de sa classe, tournée vers l'austérité et la rigueur. Au centre de l'oasis se dressait un gigantesque scorpion noir. Il ne s'agissait pas d'une sculpture, mais d'un réel scorpion dont le corps avait été empli d'herbes sèches, de sable, de pierres et de bois, afin de le consolider. Baruch estima qu'il devait mesurer 2 mètres de haut et plus de 10 de long de la pince à la queue. L'une des représentations sacrées de sa classe. Baruch sentit un frisson mystique lui remonter l'échine, et une onde glacée lui parcourir le corps comme une drogue bienfaisante. Baruch fut conduit devant une tente beaucoup plus grande que les autres. Elle se trouvait plantée à côté de la représentation du dieu. 2 gardes en barraient l'accès. Le noble Kimétien attendit que Ramis descende en premier de sa monture avant de démonter lui-même. À cet instant, le rabat de la tente se releva.
pour laisser passer un nomade aux longs cheveux blancs ramenés en queue de cheval et à la barbe de neige. Les traits de celui-ci esquissèrent un sourire à la vue de Baruch. « Baruch, mon ami, quelle surprise !»« Salitis, que la bénédiction du Dieu soit sur toi. » « Sur toi aussi, mon ami. Fais-moi le plaisir de profiter de mon hospitalité. Je t'en prie, entre. » Le chef Ixos s'écarta pour laisser entrer son invité. Baruch pénétra seul dans la tente. 2 femmes y étaient présentes, vêtues de voiles translucides d'un blanc de lait, marbrées de tatouages noirs aux motifs rituels. Elles fixaient l'humain de leurs yeux bleus, le visage impassible. Baruch eut la fugace image de 2 tarentules guettant leur proie. À l'extérieur, ils entendaient la voix profonde de Salitis discutant avec son fils. Celui-ci semblait déplaire à son père, et le ton montait, de plus en plus agressif. Baruch détourna le regard des 2 concubines, tout en continuant à les surveiller du coin de l'œil, et en priant pour que le chef ne s'attarde pas trop. Il fut soulagé lorsque Salitis entra. Les femmes lui adressèrent des sourires carnassiers. « Mon fils ne partage pas l'estime que je te porte. » Baruch prit le temps de prendre une inspiration. « Je ne lui en veux pas. Les humains traitent votre peuple comme des rats depuis de nombreuses générations. Ils ne méritent pas votre respect. » « Dis-moi, quelque chose m'intrigue. » Salitis se saisit d'un plateau sur lequel étaient posées 2 tasses et une petite théière. « Oui ?» Pourquoi trahis-tu ton espèce ? Baruch sourit. Décidément, il ne serait jamais à sa place, nulle part. « Parce que l'appel de Sakla fut plus fort que toute notion d'appartenance culturelle, mon ami. Le Dieu m'a montré la voie. Je sens sa présence en moi en permanence. Je me dois de l'écouter. » « Bien sûr. » Salitis réfléchit quelques instants tout en servant le thé. « Si tu dis vrai, si Sakla t'a élu, nous te ferons confiance jusqu'au bout. » « Comment être sûr ? Tu n'as que ma parole. » « C'est vrai. » Salitis porta la tasse à ses lèvres. Les pensées de Baruch s'emballaient. Où le chef nomade voulait-il en venir ? Il existe néanmoins une manière d'être certain de ta loyauté. Le nomade fixait intensément le noble Kimétien de ses yeux saphirs. Baruch était de plus en plus mal à l'aise. « Écoute, Salitis, je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu vous avertir que... » « Il serait vraiment dans ton intérêt de m'écouter jusqu'au bout, Baruch. » La menace contenue dans la voix du chef, pourtant calme en apparence, fit l'effet d'une douche glacée au noble. « Sois, je t'écoute. » Il existe une vieille tradition Ixos nommée le Sared. Il s'agit d'une cérémonie au cours de laquelle le sujet est mis en relation avec Dieu. Si ce que tu dis est vrai, tu n'as rien à craindre, au contraire. Je ne sais pas. Fais-moi confiance, c'est la seule manière de gagner mon respect et celui de mon peuple. Avec la guerre qui se prépare, nous aurons besoin de pouvoir nous tourner le dos. Certes, mais c'est dangereux. Les sourcils de Salitis s'arquèrent et Baruch s'empressa de continuer. Non pas que le danger me fasse peur. Je voudrais simplement savoir ce qui m'attend. On ne peut pas savoir ce que te réserve sa classe, mon ami. Ses voies sont impénétrables. Et impénétré. Acheva Baruch avec un sourire forcé. Baruch avait accepté de passer l'épreuve. Il n'avait pas le choix. S'il voulait, plus tard, se servir des nomades pour devenir le prochain souverain de Kimet, comme il le planifiait depuis longtemps, il fallait que ceux-ci lui fassent une confiance aveugle. Se plier à leurs coutumes était la meilleure façon de gagner cette confiance. Salitis l'avait prévenu que la cérémonie du Sared se tiendrait 2 heures plus tard, lorsque la nuit serait déjà avancée. Il lui avait conseillé de se préparer intérieurement, d'ouvrir son cœur à sa classe. Mais l'esprit de Baruch était trop occupé à se perdre en conjectures sur ce qui l'attendait. Il n'avait jamais entendu parler de cette cérémonie, et il se demandait combien de secrets cachait encore ce peuple farouche et méconnu. Lorsque le rabbin de la tente fit place à Salitis, un silence pesant régnait sur le camp. Le chef Ixos portait une tunique noire dans ses bras.
Il la tendit à Baruch. Mets ceci en signe d'humilité devant sa classe, le Tout-Puissant. À son ton formel, Baruch comprit qu'il était déjà dans le rituel. La cérémonie avait commencé. Baruch ne répondit rien. Il avait la gorge nouée. Il se leva et passa la robe qu'il attacha avec une corde de chanvre que lui tendait le Hyksos. Une fois vêtu, il suivit le chef nomade à l'extérieur de la tente. Tout le clan était là. On aurait dit une cohorte de cadavres qui se seraient tenus debout. Rassemblés autour du scorpion, ils le fixaient de leurs yeux invisibles dans la nuit. Baruch frissonna. Il avait l'impression de se présenter à une assemblée de morts vivants qui allait juger de la noirceur de son âme. Entre les pinces du gigantesque insecte se trouvait un Hyksos dont le visage était masqué par une plaque chitineuse. On y avait percé 2 trous pour les yeux. Ce fut lui qui prit la parole. « Approche, fils des hommes. Prépare-toi à comparaître devant ton Dieu. » Baruch avança. Tout lui hurlait de partir, de sauter sur le premier shrag qu'il trouverait et de retraverser le désert pour aller se réfugier dans sa confortable villa dans les faubourgs de Thèbes. Mais il n'en fit rien. Il n'avait plus le choix. Arrivé à hauteur du chaman, il remarqua que celui-ci tenait un petit bol de terre cuite entre ses mains. Le levant à hauteur de ses yeux, il cria. « Voici le sang de sa classe. » Tout le clan répéta en chœur ces paroles, rajoutant à la lourdeur ambiante « Le venin divin de Dieu. » À nouveau, tous répétèrent. « Bois, fils des hommes, sois des nôtres, que ton sang se transforme, que ton âme touche celle de l'insecte noir. » Il tendit le bol à Baruch. Celui-ci s'en empara et but sans réfléchir. Un moment de plus aurait pu le pousser à exécuter son plan de fuite, ce qui aurait signifié sa mort immédiate. De plus, une partie de lui était curieuse de savoir. Il était manifeste que ce peuple, créé par le Dieu lui-même, en savait beaucoup sur la religion et les manières de l'honorer. Il but. Un goût amer qu'il n'oublierait jamais. Une consistance entre le liquide et une pâte molle. Infecte. La tête commença à lui tourner. Il se sentait à la fois euphorique et angoissé. Il laissa échapper le bol de ses mains en riant bêtement. Le reste du breuvage se répandit sur le sable. Il fut un instant fasciné par le liquide qui se répandait sur le sable tel un serpent. Puis son esprit fut aspiré. « Père !» Baruch. Plusieurs années auparavant. Son père se trouvait en face de lui. Il avait galopé 3 longues heures avant de le rejoindre au milieu du désert. Le goût de la chasse en solitaire était familial. Le chef de la puissante famille Vanak était parti à l'aube, afin de tirer l'une ou l'autre antilope pour le banquet du lendemain. Il n'était pas prévu que son jeune fils le rejoigne. « Comment m'as-tu retrouvé ?» Tu oublies que je suis un très bon pisteur. J'ai eu un bon maître. Hacham Vanak rit. C'est vrai que je t'ai tout appris. Bon, eh bien, puisque tu es là, nous allons pouvoir faire une partie de chasse ensemble. Cela me fait rudement plaisir. Ta mère sait-elle que tu m'as rejoint ? Hacham se retourna et se pencha pour retrouver les empreintes de l'antilope qu'il suivait quelques instants auparavant. Non, père. Elle n'en saura rien. Ah ? Tu t'es encore échappé en déjouant la surveillance des gardes ? Oui. Hacham s'accroupit à même le sable et posa sa main sur les excréments d'herbivores. Elles sont encore chaudes. Les antilopes ne peuvent pas rester longtemps sans rejoindre une oasis. Celles-ci semblent se déplacer par 2, peut-être 3. Elles doivent se diriger vers le sud, vers l'oasis de Magrèche. Un couteau était apparu dans la main de Baruch, qui était descendu de cheval et se tenait dans le dos de son père. Sa main tremblait et des larmes coulaient sur ses joues d'adolescent. « Non, je ne peux pas faire cela !» Des images de son enfance frappèrent sa mémoire comme des flèches. Moments heureux passés auprès d'un père aimant. Il s'apprêta à ranger le couteau, revenant sur sa décision. À cet instant, l'air se troubla et une silhouette apparut à ses côtés. Baruch écarquilla les yeux.
Son père ne disait plus rien, ne bougeait plus, comme figé dans le temps et l'espace. L'apparition était floue, un spectre aux traits incertains, au corps lumineux. Une voix retentit dans son esprit. « Tue-le, Baruch !» Baruch voulut hurler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Seule la voix, insistante, lancinante, plaintive et impérieuse à la fois. « Élimine-le, Baruch !»« Non, jamais !» Alors, comme étranger à lui-même, il vit sa main se lever et sa prise sur le manche du couteau se raffermir. Ce n'était pas comme s'il était guidé par une volonté étrangère à la sienne, non. C'était une partie de lui-même qui prenait le contrôle, une fraction de son esprit qui s'ouvrait à Dieu, à sa classe. Et sa classe lui insufflait la force de balayer toutes les résistances ou affections qui auraient pu retenir son cou. Il devenait une créature du Dieu à part entière, et il allait sceller ce pacte avec le sang de son Père. La silhouette disparut aussi subitement qu'elle était venue, et la lame s'abattit, pénétrant dans le dos de son Père. Celui-ci se retourna tout en perdant l'équilibre. Ses yeux écarquillés reflétaient incompréhension et douleur. Baruch? Pour quoi? Les dents serrées par l'acte qu'il venait de commettre, Baruch répondit d'une voix blanche. « Dieu me l'a ordonné. On ne discute pas les ordres de Dieu. » Dieu? Mais de quel Dieu parles-tu? Sa classe! Celui devant qui nous ne sommes que des esclaves. Celui devant qui nous devons ramper. Mais tu es mon fils? Un flot de sang sortit de la bouche de l'homme qui commença à s'étrangler. Je ne suis rien d'autre que l'outil de sa classe, vieil homme. Baruch se jeta à la gorge de son père et se mit à l'étrangler avec rage. Il voyait rouge à présent. Tu n'es rien, tu m'entends? Tu n'es qu'un insecte. Un misérable insecte devant le roi tout-puissant. Il serrait, serrait. Les yeux d'Acham se révulsaient alors que son fils lui broyait la gorge et qu'il s'étouffait avec son propre sang. Baruch continua à serrer longtemps après que son père ne fut plus qu'un corps sans vie. Un rire sauvage lui monta aux lèvres, un rire de dément. Soudain, une douleur aiguë se fit sentir dans sa poitrine. Baissant les yeux, il vit avec horreur sa cage thoracique se déformer. Machinalement, il posa la main sur sa chair pour la sentir bouger de l'intérieur, comme si ses côtes étaient soudain douées de vie propre. Et le phénomène s'amplifia, gagna sa gorge, faisant palpiter son œsophage. Que m'arrive-t-il? Dans un déchirement d'os et de chair, sa poitrine et sa gorge s'ouvrirent. 4 tentacules de lumière en surgirent pour se déployer à l'horizontale. Baruch, les yeux grands ouverts, n'eut pas le temps de contempler longtemps l'horreur. Se repliant sur elle-même avec la rapidité du cobra, les appendices pénètrent ses yeux et ses oreilles pour se nourrir de son cerveau. Baruch sursauta et s'agrippa au bras de Salikis. Il était blême et avait le regard de ceux qui nagent dans les eaux de la folie. Baruch, mon ami, tu es revenu. Ton voyage a-t-il été instructif? Baruch s'assit, toujours hagard. Il avait des problèmes pour parler. Un goût d'une amertume infinie lui emplissait la bouche et lui brûlait la gorge. La force malsaine des visions qu'il venait de vivre lui donnait envie de vomir. Il se pencha et déversa un long flot de bile sur le sol. De l'eau pour mon ami. 2 femmes se penchèrent et lui servirent un bol d'eau fraîche que Baruch but d'une traite, avant de faire signe de le resservir. Lorsqu'il eut vidé 3 bols, il commença à retrouver ses esprits et sa raison. Tu as traversé l'épreuve, humain. Tu es revenu vivant des terres de lumière où le Tout-Puissant a bien voulu t'emmener. Baruch ne répondit pas, se contentant de se mettre debout en titubant. Tu es à présent considéré comme l'un des nôtres, un fils de sa classe. Je dois te dire quelque chose d'important, Salitis.
Parle, je t'écoute. Lors de votre attaque du monastère, un moine s'est échappé. Je sais où il se trouve. Nomme-moi l'endroit. J'enverrai quelques guerriers lui régler son compte. Il s'agit de la maison de vie. Le bordel pour noble, c'est là qu'il a échoué. Amusant pour un moine. Où est-il maintenant? Il est tombé inconscient aux abords du jardin. Apparemment, la traversée du désert ne lui a pas réussi. D'après mon espion, les filles s'occupent de le remettre sur pied. Je te l'ai dit, je vais envoyer des guerriers. Cela nous donnera l'occasion d'anéantir ce lieu de perdition une bonne fois pour toutes. Il y a autre chose. Quoi donc? Le moine s'est enfui avec quelque chose. Un étui de cuir. Mon espion ne sait pas ce qu'il contient. L'une des filles l'a pris et a fait route vers Thèbes pour le porter au roi. J'ai envoyé 3 assassins pour l'intercepter. Et que contenait l'étui? Tu l'as apporté? Je n'ai pas encore eu de nouvelles des assassins, reprit Baruch gêné. Je crains que la fille n'ait eu raison d'eux. Quoi? Tu envoies des assassins qui ne sont pas capables de se charger d'une fille de joie? Salitis bondit sur ses pieds. La colère avait jailli en lui comme les étincelles d'un brasier. C'est une ancienne mercenaire nubienne. Il faut croire qu'elle sait se battre, murmura Baruch en baissant les yeux. Où est-elle à présent? Elle doit être parvenue à Thèbes. Elle a fort probablement déjà porté son message au roi. Tu dois savoir ce qui se trouvait dans cet étui. Débrouille-toi, Baruch. Sinon, je crains que malgré l'estime que je te porte, je parvienne à la conclusion que tu ne sers à rien. Et les gens que je classe dans cette catégorie... Salitis laissa la phrase en suspens. Pas la peine de préciser, Baruch s'imaginait fort bien le sort qui lui serait réservé s'il faisait encore une erreur. « Il vaut mieux que je file », murmura-t-il. Salitis ne répondit rien, et il sortit de la tente du chef nomade. Il monta sur son cheval. Des Hyksos se tenaient prêts à l'escorter jusqu'à une piste d'où il n'aurait aucun mal à regagner la capitale. En chemin, il se demanda comment il allait s'y prendre pour prendre l'ascendance sur ce peuple et devenir pharaon. La partie était loin d'être gagnée.